Lombalgie, 538 cas, 78% de guérison anti-moire. Cervicalgie, 4, là j'ai pas le nombre de cas malheureusement, 87% de guérison en 6 mois. Épilepsie, quand même, épilepsie, hein. Mais on s'est rendu compte sur des échantillons donnés que, je dirais, 99,9 quelque chose pour cent des personnes ont cette première vertèbre, donc l'atlas, déplacée. Donc moi j'ai vu des personnes arriver avec les pieds plats, et puis 3-4 mois après, recommencer à avoir une voûte plantaire normale. C'est logique, si la personne est trop en avant, tout le poids est sur les pieds, un poids beaucoup plus important que d'habitude. Donc à un moment donné, le pied, qu'est-ce qu'il fait? Il fatigue. Migraine, 180 cas, donc 90% de guérison dans les 4 mois. Si on me demandait d'arrêter tout ce que je fais sauf une chose, moi c'est ça que je continue. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a été découvert en 1993, qui est vraiment quelque chose de fondamental et qui encore aujourd'hui n'est pas vraiment connu, c'est le rôle que joue l'atlas. Alors c'est quoi l'atlas? En plus ici au Maroc, chaque fois c'est un peu. L'atlas c'est la première vertèbre cervicale, c'est-à-dire celle-là. Là vous avez le crâne, l'avant est là, l'arrière est là, le bassin, voilà, toute la colonne vertébrale. La première vertèbre c'est l'atlas. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, l'OMS reconnaît que le mal de dos, ça fait partie de ce qu'on appelle le mal du siècle. C'est-à-dire que toute personne, au moins une fois dans sa vie, connaîtra une expérience de mal de dos, pour raison X, Y, Z, parce que fatigue, parce que accident, parce que chute, parce que voilà, tout un tas de problèmes, parce qu'on aura soulevé quelque chose de lourd. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va soit chez un kiné, soit chez un ostéo, chez un chiropracteur, et on essaye effectivement de régler ce problème de mal de dos. Alors, déjà, mal de dos, il faut commencer par définir qu'est-ce que c'est. Mal de dos, c'est parce qu'il y a des gens qui disent oui, j'ai mal au dos alors qu'ils ont mal ici. Il y a des gens qui vont dire oui, j'ai mal au dos alors qu'ils ont mal ici. C'est pas forcément la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mal de dos? Le mal de dos, c'est en général une douleur qui se manifeste à l'arrière et qui peut avoir plusieurs raisons. Les raisons les plus courantes, c'est quoi? C'est une vertèbre qui est déplacée, c'est un nerf qui est coincé, et les deux peuvent être liés, parce qu'à partir du moment où il y a une vertèbre qui se déplace, ben, il y a un nerf qui peut être compressé ou coincé. Ça peut être un problème de rein. Je veux dire, vous avez des calculs rénaux, dans un premier temps, on peut éventuellement l'identifier, on peut se dire, ah oui, j'ai mal au dos, et on n'identifie pas du tout que c'est un problème de rein ou de calcul rénal. Ça peut être un problème digestif, ça peut être un problème gynécologique, il peut y avoir plein de raisons qui vont provoquer ce qu'on appelle un mal de dos. Voilà, donc déjà, il s'agit de commencer par déterminer qu'est-ce que c'est. Ensuite, le point principal, si vous voulez, c'est de toujours remonter le plus loin possible dans le questionnement. Ça, je dirais, c'est presque, ça devrait être une généralité sur le plan médical. C'est-à-dire que vous allez chez un thérapeute, chez un médecin, parce que vous avez mal au coude. Bon, très bien, mais pourquoi vous avez mal au coude? Parce que si on travaille que sur le coude, on va travailler juste sur un symptôme. Or, il y a par exemple ce qu'on appelle une douleur projetée. Vous pouvez très bien avoir mal au coude, parce que vous avez un problème au coude droit, parce que vous avez un problème au genou gauche. C'est pas, je veux dire, il faut pas se contenter de regarder. Il y a un dicton qui dit le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. En gros, il faut vraiment se concentrer le plus possible sur quelle est l'origine du problème de santé que j'ai, en l'occurrence d'un mal de dos ou d'un mal de nuque. Alors, je reviens sur faire un petit peu d'anatomie, pardonnez-moi, parce que je ne vais pas faire court, mais 33 vertèbres. Il y a 7 cervicales. La 7e, c'est celle qui fait la bosse que vous avez en haut du dos. Quand on parle, on la sent. Ça, c'est la 7e. Ensuite, vous avez 12 dorsales. Chacune de ces dorsales sont reliées 2 côtes de chaque côté. Vous avez au départ les vraies côtes, puis ce qu'on appelle les fausses côtes, puis les côtes flottantes. Et ensuite, vous avez 7 lombaires
Pardon, 5 lambert, 5 lambert, qui sont les dernières, celles qu'on a à ce niveau-là. Et après, vous avez le coccyx, le sacrum d'abord, et le coccyx ensuite. Le sacrum, c'est quoi? Ce sont 5 vertèbres qui sont soudées entre elles. Alors, on ne s'en rend pas compte quand on parle comme ça, mais si vous regardez sur un squelette, même un fond en plastique et en principe d'un moulage, donc il est bien fait, on s'aperçoit que vous avez la même chose que pour les autres vertèbres, c'est-à-dire ce qu'on appelle un processus épineux, et une séparation entre chacun de ces processus épineux. Et ensuite, vous avez le coccyx, c'est entre 3 et 5 vertèbres. Voilà. Donc un problème de mal de dos peut venir de la pointe du coccyx jusqu'à l'atlas. Alors la première des choses, effectivement, à regarder, c'est quelle est la cause. Alors il y a des personnes qui vont dire, ah, oui, moi je sais pourquoi j'ai mal au dos, on a fait un IRM, j'ai une hernie discale. Bon, ça explique tout, sauf que c'est pas suffisant. Parce que la question est, c'est pourquoi j'ai une hernie discale? Pour quelle raison est-ce qu'une hernie discale est apparue? Est-ce qu'elle est apparue parce que j'ai fait un effort? Ok. Et pourquoi il y a des milliers de personnes qui font des efforts bien plus importants et qui n'ont pas d'hernie discale? Alors qu'est-ce qui est à l'origine de cette hernie discale? Alors on s'aperçoit aussi d'une chose, quand vous regardez une radio, une personne qui justement a un IRM, une personne qui a une hernie discale, c'est que la colonne est loin d'être droite. C'est un peu comme le squelette que j'ai là. Voilà, ça joue un peu les serpents de mer, quoi. C'est un peu ondulé. Et là, je dirais encore, ce bonhomme-là, il est en relativement bonne santé par rapport au dos. Parce que vous avez des personnes qui, évidemment, ont des scolioses bien plus importantes. Il y a des personnes qui ont des scolioses qui font 30, 40, 50 degrés. C'est-à-dire que vous avez la colonne qui fait des courbes comme celle-là. Et vous avez des personnes qui ont des scolioses de 30 degrés et qui n'ont pas de douleur. Alors comment ça se fait? C'est lié à quoi? Et comment se fait-il qu'une scoliose apparaisse? Alors si vous voulez, c'est le travail qu'a développé M. Schumporli, c'est un Suisse. Il a une histoire qui est assez exemplaire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, il a eu un accident de voiture, avec ses parents, et il a eu une fracture de l'atlas. Déjà, c'est pas très fréquent. Donc, il a été soigné pour ça, voilà, très bien, et puis sa vie a continué. Et à l'âge de 18 ans au service militaire, qu'est-ce qui lui arrive? Accident de voiture, fracture de l'atlas. En gros, c'est un peu comme quelqu'un qui va jouer au loto 2 fois de suite et qui va gagner 2 fois. C'est pas prévu dans les catalogues des possibles. Voilà. Lui, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, il a eu 2 fractures de l'atlas. Si vous voulez, son état de santé s'est dégradé progressivement à la suite de ça. Donc, ça l'a poussé évidemment à chercher une solution. Pour lui d'abord, et puis comme il n'arrivait pas à des résultats probants, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est formé à la chiropraxie. La chiropraxie, si vous voulez, c'est une technique qui consiste à remettre les articulations en place. Je le fais rapidement, justement pour éviter ce qu'on appelle un dérangement intervertébral mineur. Voilà, c'est-à-dire quand vous avez une vertèbre qui est légèrement déplacée, ou vous avez une articulation qui est légèrement déplacée, on peut la remettre en place. Alors vous avez, comme dit, la chiropraxie, c'est ce qui est toujours impressionnant, parce que quand vous remettez par cette méthode-là une vertèbre en place, on a droit à un joli crack, qui la première fois est assez impressionnant. De l'autre côté, je dirais, de l'autre côté, beaucoup plus douce, vous avez la version ostéopathie, où on a l'impression, quand on a fait un bon ostéopathe, on sort de chez lui, on a l'impression qu'il n'a rien fait, parce qu'il a mis une main, il en a mis une autre, il a à peine bougé, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il dit bon, ok, voilà, c'est bien, revenez me voir dans 3 jours. On s'en va là, on dit j'ai souvent mal au dos, il n'a rien fait, et voilà. Sauf qu'on se relève le lendemain matin, et qu'il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a remis avec beaucoup de douceur et beaucoup d'attention par rapport à la respiration, par rapport à tout un tas de choses, il a remis éventuellement cette vertèbre en place. Voilà. Alors, pourquoi aussi une vertèbre se déplace? Pourquoi il y a ces modifications qui se font? Alors, si vous voulez, il y a un ingénieur anglais qui a développé une notion qu'on appelle la tenségrité. C'est entre tension et intégrité. Et il s'est rendu compte que on peut avoir une structure donnée, même relativement légère, qui
va être constitué par exemple de plaques métalliques et de câbles très fins, on peut faire tenir cette boule parfaitement ensemble à partir du moment où les tensions sont réparties de façon équitable partout dans ce système-là. Et le squelette fonctionne selon cette façon. Hein, je veux dire, vous avez en gros, le long de la colonne vertébrale, et je vais parler avec là, vous avez 4 couches de muscles. En tout cas, en haut, vous en avez 4. Vous avez une couche superficielle, une première, une deuxième et une couche profonde. Et vous avez des muscles qui font toute la longueur de la colonne. Vous avez des muscles qui vont sur un groupe relativement important, 10-12 vertèbres. Vous avez des muscles qui sont entre 2-3 vertèbres, et vous avez des muscles qui vont d'une vertèbre à l'autre. Et tout ça permet à quoi? Ben, ça permet de faire des choses comme ça, sans tomber. Parce que, je veux dire, vous prenez un objet articulé où il n'y a pas de musculature, où il n'y a pas de câble, vous faites ça. Si vous sortez du polygone de sustentation, comme on dit en architecture ou en géométrie, normalement l'objet tombe. Sauf que nous, on arrive à sortir du polygone de sustentation, mais avec des effets musculaires inverses, on arrive effectivement à tenir debout. Tout ça se fait grâce à ce groupe de muscles qui est situé à la fois le long de la colonne, mais aussi au niveau du bassin, au niveau des jambes, au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, si vous voulez, tous ces muscles-là permettent de maintenir un état satisfaisant pendant un certain temps, jusqu'à ce que soit il y ait un déplacement plus important ou je dirais jusqu'à ce que la personne grandisse. Il est quand même remarquable de constater, par exemple, que les enfants ont très rarement mal au dos. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que j'en ai vu quand même plusieurs qui avaient des douleurs dans le dos. Et en général, jusqu'à 13, 14, 15 ans, les maux de dos pour un enfant, c'est quand même pas très fréquent. Alors c'est lié à quoi? Ben, c'est lié au fait que déjà le squelette n'est pas complètement formé, c'est le fait que tout ça c'est très très souple. Il y a une grande souplesse à tous les niveaux, que ce soit au niveau tendineux, que ce soit au niveau musculaire. Donc le corps s'adapte. Et c'est là où justement commencent à se mettre en place les scolioses et des choses de cet ordre. Alors, je reviens à M. Chevrolet qui lui a travaillé donc, sur sa problématique et s'est rendu compte effectivement que le problème de base dans une douleur dorsale est lié à une vertèbre. Alors ça peut paraître curieux, pourquoi est-ce que une vertèbre aurait une importance supérieure aux autres? Alors on aurait déjà tendance à dire, c'est celle du bas plutôt que celle du haut, puisqu'en général on a plutôt mal au bas du dos qu'en haut. Oui, sauf que il y a un élément important, et ça les orthodontistes le savent parfaitement. Ils ont développé un test qu'on appelle le test de Maddox. Le test de Maddox, ça consiste à projeter sur un mur blanc, avec un appareil, des lignes avec un laser et des points. Et la personne à qui on fait faire le test doit dire si les points sont alignés sur une même ligne ou non. Alors pourquoi ce test? Pourquoi est-ce qu'il a été développé? Il a été développé parce que les orthodontistes se sont rendus compte qu'il y avait des enfants qui avaient des retards d'apprentissage à l'école parce qu'ils avaient un décalage minime, on parle du millimètre, voire même du demi-millimètre, un décalage par rapport à l'horizontale des deux pupilles. Pour avoir une vision stéréoscopique, il est absolument impératif que les deux pupilles soient sur une ligne parfaitement horizontale. C'est ce qui donne la vision stéréoscopique. Alors, pourquoi c'est si important? Pour une raison très simple, il ne faut pas réfléchir avec notre situation aujourd'hui, il faut réfléchir il y a 15-20 000 ans dans la savane. Le sens le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est la vue. L'odorat, c'est beaucoup trop près, le toucher, j'en parle même pas, l'ouïe, ça porte pas si loin que ça, alors que pour savoir si la bestiole qui arrive en courant vers moi, et qui a 1 kilomètre, elle est dangereuse ou pas, il vaut mieux que ma vision stéréoscopique fonctionne bien. Donc le corps, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compenser. Alors on a droit au matériel, je vais... Si j'arrive à trouver le pied mesuré, sinon je continue comme ça. Ah, il y a la mission ancienne, je vais continuer comme ça. Donc,
La clé USB. Non, en fait, j'ai trouvé une solution, mais par contre, l'Internet ici est très faible, le débit, donc j'ai cherché ma clé d'Internet. Voilà, pour débloquer la situation. Voilà, donc le corps va naturellement compenser, puisque alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils se sont rendus compte, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, alors évidemment pas sur l'ensemble de la population terrestre, mais on s'est rendu compte sur des échantillons donnés que, je dirais, 99,9 quelque chose % des personnes ont cette première vertèbre, donc l'atlas, déplacée. Voilà. Moi, j'ai rencontré une fois, sur plus de 3000 personnes, quelqu'un qui avait l'atlas en place. Une seule fois. Sinon, alors évidemment, les personnes qui viennent me voir, elles ont des problèmes de dos, elles ont voilà, elles ont ce genre de problème. Bien entendu, on peut dire oui, mais c'est ceux qui ont mal au dos, ils ont l'atlas déplacé, et pas les autres. Mais j'ai même vérifié chez des gens qui n'avaient pas de problème. Je me souviens encore récemment, un jeune homme de 21 ans, où ses parents avaient fait la remise en place de la classe, lui il est venu parce qu'il a dit, voilà, on te paye, fais-le. Je lui ai dit, mais moi j'ai aucun problème dans la vie, je dis, voilà, tout marche bien, mes études marchent bien, je suis en pleine santé, je fais du sport, tout va bien, il n'y a aucun problème. Oui, sauf que son atlas a lui aussi été déplacé. Donc, quasiment tout le monde. Les rares cas où j'ai vu un atlas en place, c'était des personnes qui avaient reçu dans leur petite enfance des massages comme on en fait en Inde ou en Afrique. Allez, on y va. C'est bon? Voilà, c'est très bien. C'est juste peut-être il faut. Je suis désolée. Je suis bien. Ça marche? Oui, je pense qu'on va débrouiller avec ça. Oui, c'est le zoom. Non, on va se débrouiller avec ça. Oui, le zoom, ouais. C'est comme ça pour les gens qui puissent lire. On va se débrouiller avec ça. Voilà, donc ça on l'a vu effectivement, c'est comme le dos. Merci. Voilà, donc ça on l'a vu effectivement, comme le dos. Alors, on va jeter un coup d'œil sur la colonne vertébrale, ça on l'a vu ici. Voilà. Donc la première, vous voyez bien effectivement la classe qui se situe ici. Voilà, ça c'est les cervicales, ça c'est la 7e, comme je disais, celle qui était le os. Les vertèbres auxquelles sont liées les côtes, les lombaires, le sacrum, le coccyx. Ça, c'est la position normale d'une colonne vertébrale. Alors, juste petit terme technique, hein, excusez-moi, mais il y a ce qu'on appelle une syphose, une lordose, une syphose et une lordose. C'est-à-dire que la courbe vers l'avant, c'est une syphose, la courbe vers l'arrière, c'est une lordose. Ça, c'est la situation normale. Alors, on dirait, mais pourquoi c'est pas droit? Pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez ce genre de posture, avec le système musculaire, c'est ce qui donne la souplesse à la colonne vertébrale. Et c'est ce qui permet de bouger, c'est ce qui permet de sauter sans atterrir sur le sol et se relever avec des douleurs pas possibles dans le dos. Voilà. Ça, cet effet, si vous voulez, comme un ressort. Vous regardez un ressort sur une voiture, ben, un ressort c'est jamais droit, quoi. Si c'est droit, le problème, il y a beaucoup trop de risques que ça casse. Voilà, donc les vertèbres, ça on a vu. Alors, ce fameux atlas, voilà à quoi il ressemble. Ça n'en fait pas partie. Hein. Le point 4 n'en fait pas partie, ça c'est la vertèbre dorsale. Alors, ils se sont rendus compte de plusieurs choses. Ils se sont déjà rendus compte que... alors c'est étonnant, parce qu'il n'y a pas un atlas qui est symétrique. On pense que dans le corps, tout est symétrique. Il n'y a pas un atlas de symétrique. Et même il y a 5000 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 50 ans, ou actuellement, ça n'a pas changé. Ça, c'est les surfaces qui sont en contact avec le crâne. Voilà, ces deux surfaces. Là, elles sont dessinées, on le voit bien, elles ne sont pas symétriques. Vous voyez, ici on arrive jusque-là, alors que là on est beaucoup plus haut. La forme n'est pas la même. Et ça, c'est valable chez tout le monde. Et c'est pas le fait que l'atlas soit déplacé. Ça, c'est un os qui n'est pas symétrique. Là, vous avez la moelle épinière qui passe. Là, vous avez ce qu'on appelle la dent. C'est une pointe. Alors, on le voit pas ici. C'est un morceau de la deuxième vertèbre cervicale qui sert d'axe de rotation.
quand vous tournez la tête de gauche à droite, c'est ce qui sert d'axe de rotation. Vous n'avez aucun mouvement entre l'atlas et le crâne quand vous faites ça. Les deux sont parfaitement solidaires. Ça pourrait être soudé, ça ne changerait rien. Vous pourriez tourner la tête de la même façon. Là où il y a un mouvement entre le crâne et l'atlas, c'est quand vous faites ça. Voilà. Et alors, vous pouvez regarder, justement, souvent on constate effectivement qu'il y a une problématique au niveau de l'atlas quand on fait ce genre de mouvement, parce qu'on arrive plus d'un côté que de l'autre. On arrive par exemple très bien à gauche, puis à droite, oh, ça tire là, ça va. On penche la tête en avant, ça va, puis on penche la tête en arrière, on préfère pas insister. Ça, c'est quand même quelque chose de très très fréquent, et ça, c'est lié directement à l'atlas. Voilà, donc ça, c'est cette fameuse vertèbre. Alors, pour vous-même, pour savoir en gros, elle est à quel niveau, vous avez sous les oreilles, à l'arrière, vous avez les mastoïdes, voilà, spécialistes, c'est bien. Il y a deux os qu'on sent qui sont un peu ronds, comme ça. Voilà. Et juste devant ces parties rondes et dures qu'on a sous les oreilles, vous avez ce qu'on appelle les processus latéraux, c'est-à-dire ça et ça, de l'atlas. Il y a des personnes chez lesquelles on sent très très bien, il y a des personnes où on sent rien du tout. Voilà. Chacun étant différent là aussi. Ce qui est important aussi, j'y reviendrai, c'est que dans ces orifices-là, que vous avez ici, là, c'est ce qu'on appelle les trous de conjugaison. Par là passent ce qu'on appelle les artères vertébrales. Elles sont en rouge ici. Ouais, vous avez les artères qui passent là et là. Elles démarrent à partir de la C7, et elles montent, et elles rentrent dans le crâne, et elles arrivent à un endroit, pardonnez-moi, je ne connais pas l'anatomie, mais elles arrivent à un endroit qu'on appelle le cercle de Willis. Il faut savoir que dans le crâne, il y a, dans le cerveau, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas un vaisseau, rien du tout. La seule chose qui nourrit et qui alimente, je dirais, le cerveau, c'est ce qu'on appelle le lipide céphalorachidien. Le même que celui qui est dans la colonne vertébrale et qui baigne la moelle spinale et qu'on prélève quand on fait ce qu'on appelle une ponction lombaire, pour savoir s'il y a une infection, s'il y a une méningite et ce genre de choses. Donc ça, c'est liquide céphalorachidien, mais il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, pourquoi? Parce que c'est pour isoler le cerveau de tout ce qui pourrait circuler comme virus et bactéries. Et c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui en principe est parfaitement étanche, sauf, ça on s'en rend compte, alors ça c'est une petite vanne comme ça, il y a un truc qui ouvre très très bien la barrière hémato-encéphalique, c'est ça. C'est le portable. Téléphone portable, on ouvre la barrière hémato-encéphalique, quand on fait une utilisation prolongée, on ouvre la porte. La porte a toute possibilité d'infection, de perturbation par des produits toxiques, etc. etc. Ça, c'était pour l'anecdote. Donc, voilà, ça c'est l'axis, donc ça c'est cette fameuse dent qui sert d'axe de rotation. Et là, pareil, vous avez toujours les surfaces qui sont en contact. C'est les seules surfaces où vous avez du cartilage. Après, il n'y a plus que des disques. Il n'y a plus de cartilage, c'est un endroit qu'il y a, sauf entre les vertèbres et les côtes, bien sûr. Mais au niveau des autres vertèbres, entre elles, après, vous avez des disques. Voilà, donc là, le schéma classique, vous avez le corps vertébral, vous avez là le trou vertébral quand on passe la moelle épinière, l'apophyse épineuse, les apophyses latérales, et les facettes articulaires où sont fixées les côtes. Voilà, on retrouve le corps. Voilà. Après, bon là, je vais passer rapidement dessus, si vous voulez. Vous avez, de chaque vertèbre, vous avez une paire de nerfs qui sort de part et d'autre. Enfin, une paire, donc un nerf d'un côté, un nerf de l'autre. Et ces nerfs sont constitués chacun d'une partie, ce qu'on appelle efférente, et d'une partie afférente. Il y a une partie qui amène l'information et une partie qui envoie, j'allais dire, la commande, l'ordre de fonctionnement ou de réaction musculaire. Voilà. Chaque organe du corps est donc innervé par un nerf qui sort de la colonne vertébrale. Alors il faut aussi comprendre quelque chose par rapport à ça, ça permet de mieux saisir des fois pourquoi on a des problèmes de santé alors que finalement c'est pas très logique. Un nerf ne fonctionne pas exactement comme un câble électrique.
Un nerf, ça fonctionne d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle l'axone. Un nerf, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules nerveuses. Une cellule nerveuse, vous avez la cellule en elle-même, vous avez les dendrites qui font la communication entre les différentes cellules, et vous avez l'axone qui, lui, peut être très très long. Les axones les plus longs, quelle longueur? Ils partent de là et vont jusqu'à la pointe de l'orteil. En gros, 1 mètre de long. Voilà. Ça, c'est une seule cellule, donc qui n'est pas visible à l'œil nu, hein, c'est un microscope, mais elle a malgré tout cette longueur. Et vous avez évidemment tout un faisceau, je veux dire, il y a plusieurs milliers de ces cellules qui font ce nerf. L'énergie circule comment dans le nerf? Elle circule un peu à l'intérieur du nerf, mais elle circule surtout à l'extérieur du nerf. Vous avez ce qu'on appelle autour du nerf la gaine de myéline avec les nœuds de Ranvier. Je rentre dans le détail, hein, mais c'est-à-dire que c'est comme si cette gaine était interrompue tous les X dixièmes de millimètre, et l'énergie circule essentiellement à l'extérieur, parce que ça va beaucoup plus vite. Elle fait donc le saut de ça a comme conséquence quoi? Bon, la première, c'est que ça va beaucoup plus vite, mais la deuxième conséquence, c'est que si jamais vous preniez ce nerf en main, entre guillemets, ou si vous le compressez avec un muscle, eh bien, le courant ne peut plus passer correctement à l'extérieur. Donc, l'influx nerveux ne circule plus correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une vertèbre déplacée, ou si vous avez une scoliose, ou si vous avez une tension musculaire importante à un endroit donné, vous pouvez très bien avoir un problème, par exemple, digestif, parce que l'un des nerfs qui commande la motilité intestinale va moins bien fonctionner, va moins bien transmettre l'énergie, et du coup, les intestins fonctionnent moins bien. Donc, on peut avoir des gens qui sont constipés, juste parce qu'il y a une vertèbre qui est déplacée ou parce qu'il y a une contraction musculaire qui fait que l'énergie ne circule plus. Mais c'est valable pour tous les organes, hein, depuis, je dirais, le plus élevé, après dans le crâne c'est un peu différent, mais depuis la thyroïde jusqu'à la sensibilité au bout des orteils. Voilà, donc je passe sur le nombre de nerfs, c'est pareil, il y en a 31 paires, voilà. Bon, les muscles, pareil, tout ça, on va... Alors aussi, quelque chose d'important pour comprendre un peu pourquoi il y a certaines douleurs dorsales, il y a deux choses qui sont importantes, deux groupes de muscles. Il y a ce qu'on appelle le carré des lombes. Le carré des lombes, si vous voulez, il part de là, et il vient à l'intérieur du bassin, vraiment à l'intérieur. Et vous avez aussi un autre muscle qui n'est pas dessiné là, mais ce qu'on appelle les psoas, qui part à peu près du même endroit et qui vient s'attacher ici. Pourquoi c'est important? Parce que il y a des personnes qui ont des rotations du bassin. Le bassin il est déplacé. Alors on se dit au départ, bah oui, c'est parce que la colonne n'est pas en place, parce que la classe n'est pas en place, etc. Mais pas forcément, ça peut être juste lié au fait que, au niveau du système digestif, il y a un problème, il y a un mauvais fonctionnement de la digestion, il y a une production de toxines un peu plus importante, et ces toxines, bah, où est-ce qu'elles passent? Elles passent dans la lymphe, et du coup, comme elles passent dans la lymphe, par la gravité, je dirais, elles descendent jusque dans ces muscles. Donc vous pouvez avoir une contraction musculaire d'un côté du bassin plutôt que de l'autre, ce qui fait que le bassin va avoir tendance à briller, juste parce que la personne, effectivement, a des problèmes digestifs. Donc avant de remettre le bassin régulièrement en place, tous les je ne sais pas combien, eh ben, il faut déjà assainir le système digestif et les intestins. Voilà, donc comme dit, la colonne est au centre du corps. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais ça c'est quelque chose que j'ai vu en assistant à une opération, il y avait un changement de vertèbre. C'est que là, ici, on est au centre du corps. Pour quelqu'un, j'entends, de normalement constitué et sans trop de masse adipeuse autour. Donc, si vous voulez, en gros, le dos, il arrive jusque-là, même s'il y a un petit creux ici, et puis le ventre, il arrive jusque-là. Donc là, on est au centre du corps, et c'est pour ça qu'il y a aussi cette mouvance-là, et qu'il y a cette position. Donc, la colonne, c'est un axe central, je dirais, dans deux dimensions. Alors, après, ce qui est important, c'est de comprendre par quoi elle est... Oui, bon, ça j'en ai parlé. Par quoi est guidée la colonne vertébrale? Alors, je reviens à cette histoire du test de Maddox, effectivement. Il est guidé par l'atlas. L'atlas, c'est la clé de voûte de tout le système. Vous ne pouvez pas avoir une colonne vertébrale en place
correctement si votre atlas n'est pas en place. C'est juste pas possible. Pas moyen. Parce que, comme je disais, le sens le plus important, c'est la vue, et le corps va tout faire pour corriger ça. En gros, si mon atlas est en place, j'exagère l'amplitude évidemment, mais j'aurais tendance à avoir la tête comme ça, et comme ça, c'est pas possible. Essayez de regarder la télé comme ça. Dès qu'il y a une image qui est intéressante, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on se redresse pour regarder bien droit. Voilà. Donc le corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compenser. Mais comme ça, je peux pas être en première scoliose, deuxième scoliose, éventuellement troisième scoliose. Des fois, qu'est-ce qui arrive? Vous avez la cinquième lombaire, celle-là, qui arrive et qui est vraiment décalée par rapport au sacrum. Je dirais, il y a un angle comme ça, mais ça, c'est pas possible. Donc le corps va faire quoi? Il va adapter. Il va faire une rotation de la colonne et il va faire une rotation du sacrum. Donc, afin que les choses puissent à nouveau à peu près s'adapter. Mais si vous avez le sacrum qui bouge, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout le bassin qui va faire ça. Comme le fémur, il n'est pas au niveau de la colonne, il est à l'avant. Et là, c'est pareil. Donc, si le bassin fait ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'un côté le fémur, il descend, et de l'autre côté, il monte. On vous dit, ah bah oui, mais c'est normal, vous avez une jambe plus courte que l'autre. Alors, vous mettez des semelles. Sauf que mettre des semelles, ça correspond à mettre une cale sous une armoire mal montée. Les portes ne toujours pas correctement, quoi. On n'a rien résolu vraiment. On a peut-être plus de douleur, c'est très pratique, c'est bien, on est soulagé, mais on n'est pas allé jusqu'au bout du questionnement, de pourquoi il y a cette douleur. On n'a pas réglé le problème. Même si des fois, effectivement, c'est bien agréable de ne plus avoir de douleur. Alors, si vous voulez, cette méthode qui a été développée par Schumpeter, il s'est rendu compte d'une chose, comme dit, c'est qu'on ne pouvait pas remettre un atlas en place. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous avez une protection aussi bien tendineuse que musculaire qui est trop importante. C'est un endroit qui est tellement sensible, qui est tellement fragile, dangereux, je dirais même, que le corps a tout fait pour que ce soit vraiment très très bien protégé. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites en Allemagne et beaucoup en Amérique du Sud, où ils ont regardé effectivement ce qui se passait par rapport aux atlas déplacés. Là, je peux vous donner, si ça vous intéresse, les informations par rapport à ces études. Et ils se sont rendus compte effectivement que quand on utilisait une méthode classique, parce que souvent, moi j'ai souvent entendu dire des ostéos, des kinés, des chiros dire oui, on met l'atlas en place à la main. Sauf que ça ne tient pas. Dans la grosse majorité des cas, ça ne tient pas quand vous le faites à la main. Pourquoi? Parce qu'il y a cette protection, comme dit, tendineuse, musculaire, etc., qui fait que l'atlas va se redéplacer. Tant qu'il n'est pas vraiment ancré, verrouillé, il se redéplacera. Il y a de très très bonnes chances qu'il se redéplace. Donc, M. Schumpeter, il a cherché une technique pour pouvoir effectivement modifier ça, et il a utilisé une propriété qu'ont les muscles, si vous voulez. Quand un muscle est en hyperextension, à un moment donné, il va avoir tendance à se contracter. Et quand un muscle est... on peut avoir l'autre... parce que là, j'ai le premier, il me faudra le deuxième. Deuxième fichier? Oui, deuxième fichier. Ah ouais, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je l'ai envoyé depuis le PC à mon boîte email, et après, j'ai mon truc d'abord. Voilà, donc... Je peux pas se connecter maintenant. Sinon, je ferai la même chose que tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a trop de protection. Vous avez, en gros, il y a 4 couches de muscles. Maintenant, il le reconnaît. Hein. Ah ben voilà. Heureusement. Là. Et oui. Coupons sa classe. Okay. Voilà. Et celui-là. Voilà, celui-là. Voilà. Donc il y a ces 4 couches de muscles. Voilà. Je te laisse. Oui. Donc voilà, ça c'est pas exceptionnel, hein, les colonnes dans cet état-là. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais c'est quand même des choses qu'on voit relativement souvent.
Et la plupart du temps, quand est-ce qu'on travaille ce genre de choses, c'est corset, parce qu'on n'arrive pas à le redresser. Le redresser, même en kiné, chiro, ostéo, etc., c'est vraiment difficile à redresser. Donc en principe, c'est corset. C'est quoi? C'est 5, 6, 7, 8, 10 ans de corset pour essayer de redresser ça. Voilà, là, ça, on a vu. Alors, oui, pourquoi ça a un impact aussi tellement important? Ça, j'ai oublié de le dire, mais une tête, c'est entre 4 et 6 kilos. C'est une boule de bowling. Essayez de porter une boule de bowling comme ça pendant 10 minutes. Je dis, au bout de 10 minutes, vous n'en pouvez plus, quoi. Là, la tête, c'est toute la journée qu'elle est portée avec une structure qui n'est pas équilibrée. Donc, vous avez obligatoirement des muscles d'un côté qui vont travailler plus que l'autre. Alors, comme ces muscles sont de plus en plus tendus, ils sont de plus en plus chargés en acide lactique, hein, puisque c'est, quand un muscle travaille de trop, ben, c'est comme les courbatures, acide lactique. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une crispation du muscle qui, lui, va, par exemple, compresser ce qu'on appelle le nerf d'Arnold, le trijumeau, qui monte là, qui arrive là, là et là. Alors, ça peut donner quoi? Ben, ça peut donner des migraines ophtalmiques, ça peut donner des douleurs au niveau dentaire, au niveau de la mâchoire, ça peut donner plein de choses. J'ai même vu une fois un monsieur paralysie faciale. Mais la vraie, hein, c'est-à-dire que à gauche il souriait, puis à droite, tout qui descendait, quoi. Comme si ça avait fondu. Alors évidemment, des gens comme ça, on se dit, oui, est-ce que c'est un AVC? Non, c'est pas ça, c'était juste qu'il y avait cette compression. Et le résultat, ça a été quoi? Remise en place de l'atlas, je vous garantis, hein, mais dans ces cas-là, même moi, j'ai le chair de poule. Hein. 5 minutes après, sourire. Tout était récupéré. Il avait récupéré la totalité. Je peux dire que c'est toujours comme ça, mais pour lui, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Voilà, donc il y a ce poids qui vraiment travaille sur toute la structure, qui évidemment met des modifications. Alors voilà, ça c'est la musculature profonde. On travaille d'ailleurs, avec les méthodes de classe prophylaxe, on travaille sur ces 4 muscles. Vous avez le grand droit postérieur, le petit droit postérieur de la tête, vous avez le grand oblique, le petit oblique. Voilà. On travaille sur ces 4 muscles. C'est les muscles les plus profonds. Ils sont liés entre l'occiput, c'est-à-dire le crâne, et l'atlas, et entre l'atlas et l'axis, et entre l'occiput et l'axis. Voilà. Et en travaillant sur ces muscles, comme je disais tout à l'heure, quand ils sont en hyperextension, ils vont avoir tendance à se contracter. Quand ils sont en hypercontraction, ils vont avoir tendance à se relâcher. Et en travaillant de cette façon-là, c'est pas moi qui vais remettre l'atlas en place, parce que ça ne marche pas. C'est les muscles, la contraction et le relâchement des muscles qui vont faire que l'atlas va se remettre en place. Et quand on fonctionne de cette façon-là, il y a 2 avantages énormes. L'un, c'est que le risque est absolument nul. Ça, j'insiste. C'est pas 0, quelque chose, c'est 0 pointé. Il n'y a absolument aucun risque. Même pour des personnes ayant des gros problèmes de santé. Par exemple, le cas extrême, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Chiari. Le syndrome de Chiari, c'est quand ce qu'on appelle le tronc cérébral, c'est la partie supérieure de la moelle épinière, quand elle glisse justement quand le tronc cérébral glisse dans le canal vertébral. En principe, sur le plan médical, c'est interdiction, kiné, ostéo, chiro, on ne touche pas. Voilà. Quelqu'un vient avec un syndrome de Chiari, la première chose que je lui fais, je lui remets la classe en place. Parce qu'il aura de toute façon une amélioration. Et qu'il n'y a aucun risque. J'insiste bien, il n'y a aucun risque. Vraiment. J'ai dû faire, je ne sais pas combien d'applications aujourd'hui, mais on en arrive à 3000, voilà. J'ai des collègues qui en ont fait 5000, 10 000, voilà, il n'y a jamais eu le moins de problèmes chez aucun de mes collègues. Parce que c'est une méthode qui est absolument sans risque. À partir du moment, bien sûr, on applique la méthode correctement. C'est clair, je connais quelqu'un dans le sud de l'Alsace qui a acheté une machine et qui s'est lancé là-dedans alors qu'elle ne s'est pas formée. Il y a déjà quelqu'un en fauteuil roulant. Mais parce qu'elle n'a pas appris à le faire. Voilà, donc on ne peut pas non plus s'improviser comme ça, juste sur un coup de tête. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc on travaille sur ces muscles, sur ces groupes de muscles.
Alors, je reviens à cette histoire d'équilibre, si vous voulez, la fonction d'Atlas, c'est effectivement de tout mettre en équilibre. C'est réellement la balance du corps. Tout dépend de ça. Regardez, observez un peu, par exemple, quand vous marchez ou vous êtes à un endroit donné, vous regardez les personnes qui sont devant vous à côté de vous. Très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit ça. J'exagère bien sûr. Beaucoup de gens, ils ont une épaule plus basse que l'autre. Alors, on s'en rend pas compte, forcément, parce que c'est pas gênant. Puis on n'a jamais fait attention, puis on est dans le mouvement. Mais si on s'arrête, on met les pieds jointifs, on se met face au miroir et on regarde, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que j'ai pas une épaule plus basse que l'autre? Est-ce que j'ai pas une hanche plus basse que l'autre? Est-ce que je suis vraiment dans la symétrie? Ben, très souvent, non, c'est pas le cas. Voilà, donc ça, c'est aussi bien gauche-droite, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi avant-arrière. Et ça, c'est fondamental. Parce que vous avez tout un tas de pathologies au niveau articulaire, que ce soit les problèmes de hanche, les problèmes de genoux, les problèmes de cheville, les problèmes de pied même, qui sont liés au fait que soit on est trop en avant, soit on est trop en arrière. Donc, moi j'ai vu des personnes arriver avec les pieds plats, et puis 3-4 mois après, recommencer à avoir une voûte plantaire normale. C'est logique, si la personne est trop en avant, tout le poids est sur les pieds, un poids beaucoup plus important que d'habitude. Donc à un moment donné, le pied, qu'est-ce qu'il fait? Il fatigue. Donc on a tendance à avoir les pieds plats. Je suis pas en train de dire que tous les pieds plats sont liés à ça. Hein. Voilà, donc effectivement, si on rétablit l'équilibre, les choses se répartissent, les forces se répartissent au niveau de l'organisme, et on arrive à une stature qui est beaucoup plus équilibrée. Voilà. Donc, comme je disais, hein, aussi bien au niveau des épaules qu'au niveau des hanches, des genoux et des pieds, etc. Voilà. Si c'est dans une position incorrecte, et voilà, l'ensemble du corps est déséquilibré, et c'est là que commencent les problèmes. Voilà, donc ça c'est chez Brolic, qui a découvert ça en 1993. Alors, mauvaise position de place, c'est effectivement de cet ordre-là. C'est autant que ça. Et j'ai même vu des situations où c'était plus que ça. Alors des fois, on se demande, mais comment c'est possible qu'une personne puisse effectivement avoir un déplacement aussi important que ça, sans avoir même plus de problèmes, quoi. Voilà, pareil, à partir du moment où il y a effectivement scoliose et autres, hernie discale, de toute façon... Alors par rapport à la hernie discale, c'est important. Je ne peux pas dire à quelqu'un à qui je remets la classe en place, c'est sûr, votre hernie discale va disparaître. Si elle est là depuis 2 ans, 3 ans, si elle est calcifiée, je n'en sais rien. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je dis que bon, il y a peu de chance. Par contre, ce que je sais, c'est que suite à la remise en place de la classe, 32-33%, je vous donnerai les chiffres après, 32-33% des personnes ont vu leur hernie discale disparaître dans les 6 mois. Et plus de 70%, et c'est plutôt 72-75%, je n'ai pas le chiffre exact en tête, ont vu leur douleur disparaître. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire que l'hernie discale disparaisse pour que la douleur disparaisse. On peut très bien avoir un résultat qui est positif par rapport à ça. Mais de toute façon, pour moi, la première des choses à faire, on met la classe en place et après on regarde ce que ça donne. C'est pareil, j'ai vu il y a des gens qui sont venus voir qui disaient voilà, j'hésite à me faire opérer pour faire enlever cette hernie discale. Je dis ok, pourquoi pas. Mais d'abord, vous faites remettre la classe en place, on regarde ce que ça donne, et après, si l'hernie ne bouge pas, s'il est toujours là et qu'elle continue à poser problème, à ce moment-là, vous faites opérer. Mais ça serait dommage de faire l'opération d'abord et en pensant que ça va régler les choses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup discuté avec un chirurgien à Strasbourg qui faisait beaucoup ce genre de choses, qui faisait des arthrodèses, qui faisait des réparations à ce niveau-là. Et depuis 10 ans, il y a eu vraiment un changement important. Ils opèrent de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que aujourd'hui on opère L5 et L5. Et puis dans 2 ans, 3 ans, on opère L4, L5, et puis des fois ça continue, quoi.
Donc il y a quelque chose qui n'est pas résolu à partir du moment où... C'est pas l'hernie discale, c'est qu'un symptôme. Donc, quand on dit l'efficacité du traitement dépend du type de hernie, de l'âge de la personne, du poids, du jour, des habitudes de vie. Un jour, il y a un monsieur qui est arrivé chez moi plié en deux. Et quand j'ai plié en deux, il était comme ça. Vraiment. Il y a 3 marches là où j'habitais avant, il y avait 3 marches pour arriver chez moi, il a dû mettre 1 minute pour monter les 3 marches, tellement il avait mal, je n'en pouvais plus, quoi. J'ai même pas fait de test. J'ai remis la classe en place, ensuite j'ai réussi à le faire s'allonger sur le ventre, j'ai massé avec des huiles essentielles, après j'ai fait un certain nombre de choses, et il est sorti de chez moi droit comme un nid, quoi. Alors qu'il devait se faire opérer 5 jours après, une double hernie discale. Seulement, son hernie discale, elle avait 15 jours. Elle n'avait pas 6 mois, quoi. Donc ça s'est résorbé très rapidement. Bertrand, il y a la communauté Facebook qui te demande d'augmenter un peu la voix pour qu'ils puissent vous suivre en direct sur Facebook là. Bien. Plus fort encore. Je parle déjà assez fort. Ouais, j'aimerais bien, s'il te plaît. Voilà, donc, alors, quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que la classe est déplacée? Alors, ben, je dirais, on n'a pas vraiment la réponse. On ne sait pas exactement. Alors effectivement, pendant la grossesse, parce que les pressions sur le crâne, sur la base, à partir du moment où le fœtus a la tête en bas, bon, mais je dirais, il y a des enfants qui ne se retournent pas, qui naissent par césarienne, bah, ils ont quand même la classe déplacée, donc c'est pas forcément ça. Mais ça, après, souffrance totale, ok, mais c'est pas le cas pour tous les enfants non plus, loin s'en faut. L'accouchement, ben oui, mais comme je disais, bon, ça, par contre, l'accouchement peut aggraver, ça c'est clair. À partir du moment où il y a l'utilisation de ventouses, à partir du moment où il y a l'utilisation de forceps, c'est clair et évident qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une aggravation de la malposition de la classe. Ça, je l'ai vu vraiment plus d'une fois. Des personnes qui arrivent chez moi avec des enfants, et puis le gamin a déjà des douleurs pas possibles, je dis oui, mais voilà, et la naissance, c'était comment? Ah, bah, c'était une naissance difficile, voilà, il a fallu, bon, bah oui, évidemment, donc ça a travaillé aussi à ce niveau-là. Alors les accidents, ça c'est évidemment un grand classique. Mais, alors, deux choses. C'est clair que vous avez un accident avec un coup du lapin, il y a de fortes chances que ça déplace la classe. Un peu plus qu'il ne l'est. Mais c'est valable aussi quelqu'un qui va faire une chute sur les fesses. Parce qu'on dit, ouais, mais attendez, je suis tombé sur le coccyx, voilà. Sauf que, bah, tout est lié. Je dirais, et puis l'énergie, comment elle se déplace encore. Je veux dire, le choc, c'est pas juste à cet endroit-là, on le sait bien. Quand il y a un choc quelque part, ça peut être retransmis à tout l'organisme. Donc, un choc sur les fesses, quelqu'un qui va tomber sur les fesses, peut aussi avoir un déplacement de la classe accentué. Voilà. Sans parler, effectivement, quand il y a un airbag, alors là, c'est non seulement un premier choc en avant, deuxième choc en arrière. Donc, on a vraiment une bonne secousse. Voilà. Donc, ça, c'est très souvent, ça augmente encore ce déplacement. Chute et traumatisme, voilà, sur le dos, les fesses, la tête. Ce que j'entends souvent, les gens me disent, ah bah oui, j'ai fait une chute dans l'escalier, je suis tombé de l'arbre, je suis en train de cueillir des fruits, je suis tombé de l'échelle, etc., etc. Donc, et alors, le corps a réussi à compenser encore pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis à un moment donné, bah, les douleurs sont apparues. Parce que les gens ne font pas toujours le lien, ils me disent, oui, mais voilà, j'ai mal, ça fait maintenant 1 an que ça dure, je dis, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 1 an? Je dis, bah rien. Et avant, oh, bah, j'ai bien eu un accident il y a 2 ans, 3 ans, voilà, mais bon. Le corps arrive à compenser pendant un certain temps, il arrive à gérer ça, mais à un moment donné, ça ne va plus. Une bonne glissade avec chute, c'est clair que ça va avoir un impact là-dessus. Tout est lié dans l'organisme, tout est lié. Je veux dire, vous avez une connexion entre le plus petit orteil et le haut du crâne, entre l'extrémité du bras et l'extrémité du pied, voilà, tout est lié parce que vous avez des muscles. Il y a quand même plus de 700 muscles dans le corps, hein. Il y a plus de 700 muscles et plus de 200 os, donc avec des tendons, avec des ligaments, avec voilà, tout ça. Et en plus, vous avez ce qu'on appelle les fascias, ce qui est quelque chose de très important. C'est comme des poches qui enveloppent les muscles et qui, elles aussi, enregistrent un certain nombre de traumatismes. Alors, quels sont les problèmes qui peuvent être aggravés par la mauvaise position de l'atlas? Et c'est là où ça peut être effectivement surprenant. Syndrome de fatigue chronique.
Dire, mais comment ça se fait? Bah, dépression endogène, vertige, syndrome du canal carpien, épicondylite, bon, ça a l'air logique, arthrose, bascule du bassin, ça aussi c'est évident, posture en route, les gens qui sont comme ça, problème de genoux, fibromyalgie, migraine et maux de tête, insomnie, épilepsie, paralysie faciale, scoliose, hernie discale, sciatique. Genre plus court, ça c'est évident. Je reste prudent, comme je disais en préambule. J'ai vu des personnes guérir de toutes ces pathologies. Il est évident que je ne peux pas dire à quelqu'un qui, par exemple, a de l'épilepsie, c'est sûr, vous allez guérir. J'en sais rien. C'est rien. Mais ça vaut vraiment le coup de tenter, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie. La remise en place de l'Atlas selon cette méthode, vous le faites une fois dans votre vie. Après, c'est définitif. Ça ne peut plus se déplacer. Sauf cas d'accident, de choc très important, mais bon, je veux dire, après, c'est pas forcément le déplacement de l'Atlas qui pose le plus de problèmes. Voilà, donc partant de là, effectivement, autant tenter. Alors il y a des choses où on a des résultats qui des fois sont vraiment très importants. Par exemple, la fibromyalgie. Plus de 78, je crois, ou plus de 80% des fibromyalgiques guérissent dans les 3 à 4 mois, 3 à 4, 5, 6 mois suite à la remise en place de l'Atlas. Guérison, j'entends par là, plus aucune douleur, plus rien. Voilà, les symptômes, c'est douleurs à tous les niveaux, comme on a vu, tête, épaules, dos, bassin, hanches, nuque, bras, jambes, etc. Voilà. Il y a toutes ces parties-là. Alors après, quelque chose d'important aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des artères vertébrales et du polyglobulis, qui répartit la pression sanguine au niveau du cerveau. Quand ces artères vertébrales rentrent dans le crâne, elles font une sorte de S, quasiment 90 degrés. Quand l'Atlas est déplacé, l'angle augmente, en tout cas d'un côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a chez de nombreuses personnes une diminution de la pression sanguine au niveau du polyglobulis, donc au niveau du cerveau. Donc il y a une sous-alimentation, alors c'est pas moins 50%, mais des fois juste 10-15%, ça suffit pour causer des problèmes. Il y a une sous-alimentation sanguine au niveau du cerveau. Et ça, évidemment, ça peut avoir un impact sur n'importe quelle pathologie neurologique. Et c'est pour ça que des fois, on voit des améliorations vraiment extraordinaires chez des gens qui ont Parkinson, des débuts d'Alzheimer, des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe, des acouphènes. Enfin, il peut y avoir évidemment plein d'éléments qui vont jouer par rapport au système nerveux central. Donc c'est toujours pareil, on ne peut pas dire oui, ça va donner ça, parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine. Mais bon, ça vaut en tout cas le coup d'essayer, parce que de toute façon, quand c'est fait, de toute façon, il y a des améliorations. Et ça, c'est lié au fait qu'on va rétablir effectivement la pression sanguine. Alors, des fois, j'ai un argument, évidemment, je ne peux pas m'en servir comme argument, parce c'est un argument de vente, entre guillemets, qui est énorme. Je dis, mais j'ai eu plein d'hommes, arrêtez de ronfler. Alors, quand les femmes sont à côté, je dis, hop, va le faire. Bon, mais je ne sais pas que les hommes, c'est pas des femmes. Pas aussi. Mais en général, les hommes ne s'en rendent pas compte parce qu'ils s'endorment avant. Mais j'ai eu dernièrement un monsieur qui est venu et qui m'a dit, je vous bénis. Je dis, ah bon, pourquoi? Ma femme ne ronfle plus. Je dis, ah bon, très bien. Voilà. Alors ça peut être ça, apnée du sommeil. Aussi dernièrement un monsieur qui est venu comme ça, qui m'a dit, voilà, lui c'était 60 apnées par heure. Donc là c'est déjà pareil, parce que il dit, je me réveille le matin, je suis fatigué, je suis dans le coltard, je vais pas bien, j'arrive pas à me concentrer, je dors toute la journée, bref. Bon. Donc il allait faire des analyses, et effectivement il arrivait à 60 apnées par heure. Bon. Et je le revois un mois après, 2 par heure. Voilà, lui, plus besoin d'être appareillé, 2 par heure. Je ne dis pas que c'est parfait, mais
avec 2 par heure, on peut vivre sans s'en rendre compte. S'il n'avait pas fait d'analyse avec 2 par heure, personne ne s'en rend compte. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Après, il y a des fois, je continue à voir des choses qui, moi, me stupéfient. Le jour, il y a une dame qui me dit « Ah oui, quelqu'un m'a envoyé parce qu'il était dyslexique. » Alors je dis « Non, ne me dites quand même pas. Si, il était dyslexique. Il n'est plus dyslexique après la remise en place de la classe. J'ai 40 ans, quoi. C'est pas une question d'évolution parce que c'est un adolescent qui grandit, voilà. Donc lien direct par rapport à ça. Voilà. Ou un jour, il y a un patient qui vient me voir, il avait des odeurs fantômes. Alors, les odeurs fantômes, je dis ah bon, c'est quoi? J'ai bien entendu parler. Il me dit ben voilà, j'ai des odeurs de cigarettes tout le temps. Alors il était dans mon cabinet, il dit là par exemple, pour moi ça sent la cigarette. Je dis oui, sauf que personne n'a jamais fumé ici. Il dit oui, je sais, mais voilà, c'est bon. Alors je dis écoute, je peux absolument pas te dire si ça va avoir un résultat ou non, j'en sais rien, mais bon, on peut toujours essayer. De toute façon, il y aura des améliorations, peut-être par rapport à autre chose qu'on n'attend pas. Bon, ben ça a réglé son problème. Ça, on a vu évidemment. Alors c'est clair que j'ai par exemple travaillé avec deux personnes différentes qui avaient une déviation de la colonne comme ça et pire, entre autres une dame de 70 ans qui avait un angle de 50 degrés. Bon, ben, sa colonne n'est pas droite, hein. Faut pas rêver. Enfin, je veux dire, à la limite, un adolescent qui vient avec une grosse déviation de la colonne, on arrivera peut-être à améliorer les choses. Mais bon, voilà, il y a des limites aussi au résultat dans ce sens-là. Mais bon, mais en tout cas, une diminution des douleurs très très marquée. Tiens, je vais chercher la main compte. Alors, migraine céphalomotelle, ça c'est un gros morceau, parce que, je dirais, moi j'en ai jamais eu, donc je sais pas vraiment ce que c'est, mais le nombre de fois où les gens viennent me voir et disent ah oui, c'est migraine, entre quand ça va, c'est une fois par mois, des femmes qui ont ça au moment de leurs règles, ou des gens qui me disent moi c'est quasiment tous les jours. Bon. Alors évidemment, la vie, quand on a des migraines tous les jours, à mon avis, ça commence à devenir un peu pénible. 83%, c'est les statistiques d'un collègue, 83% des cas de migraine étaient complètement guéris au bout de 3 à 4 mois, suite à la remise en place de la classe. Alors, et il y avait encore 12% d'amélioration. Bien entendu, il restait 5%, ça n'avait rien changé. Bon, mais après, les migraines, c'est quoi? Si c'est pas la classe, c'est soit le système digestif, l'intolérance alimentaire, soit le foie. Voilà. C'est les deux autres parties qu'il faut travailler, à partir du moment où, bien entendu, on a éliminé toute la partie possibilité de tumeur, voilà, des choses plus graves, plus compliquées qu'on peut détecter par IRM. Pareil, céphalée, maux de tête, migraine ophtalmique, des gens qui viennent qui me disent ah ouais, je sens des pressions derrière les yeux. Quand ça commence, c'est terrible. Et il dit oui, je sens ça démarre ici, j'ai une tension ici, puis ça monte. Bon, ok. Là, je suis relativement tranquille sur les résultats. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport aux artères vertébrales qui sont là. Ça, c'est les carotides. Voilà. Donc, c'est celle-là dont le trajet va être modifié après la remise en place de la classe. 86%, on le voit pas, le 8 est de ce côté, mais c'est 86% des patients migraineux ont une amélioration dans une moyenne de 4 mois après la thérapie. Vertige et troubles de l'équilibre, là aussi, pareil, voilà. Tout ce qui est lié à l'oreille interne, tout ce qui est lié effectivement à une baisse de pression sanguine par rapport à ça, on a effectivement très souvent d'excellents résultats. Les gens ils viennent me voir, on va se dire ils viennent pas seuls parce qu'ils peuvent pas marcher seuls, ils n'y arrivent pas, parce que ça tend tout le temps. Bon, évidemment les maux de dos chroniques, alors ça c'est le grand classique, les
les sciatiques, enfin, voilà, tout ça. Bon, voilà, c'est quoi une sciatique, si vous voulez? C'est une inflammation du nerf sciatique. Et le nerf sciatique, il a ses racines, nous, entre L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, L5. Donc il y a l'une ou plusieurs de ces racines qui sont comprimées et ce qui provoque un état inflammatoire. Alors on peut, je te remercie, on peut effectivement savoir exactement quelle partie est comprimée. Ben, pourquoi? Parce que c'est soit la fesse, soit la cuisse, soit le mollet, soit en bas. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir le diagnostic précis pour mettre la fesse en place. Dire ok, une sciatique, donc quelque part ça coince, bon ok. Voilà, ça c'est les douleurs classiques, hein, ce que j'entends régulièrement, effectivement, soit ici. Alors très souvent, c'est soit un point sur l'omoplate, soit juste à côté. Ça me dit, ouais, c'est là, ouais. Alors, bon, ça force, on sait que, ah oui, je sais où vous avez mal là. Oh oui. Voilà, évidemment, bon, les lombaires, ça c'est clair. Pareil, en gourdissement, souvent il y a des gens qui viennent me voir qui disent, ah oui, je sens le matin, quand je me réveille, j'ai des picotements au bout des doigts, ou j'ai des fourmillements, ou j'ai une perte de sensibilité, etc. Voilà, ça c'est typique, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça va comprimer. La posture change. Il y a des personnes qui se tiennent comme ça pour compenser. Soit pour compenser la douleur, et fait que ça soit pas en place. Donc à partir du moment où il y a cette modification de la position, eh ben, l'artère sous-clavière peut être comprimée légèrement, mais suffisamment pour diminuer la pression et faire que le sang circule plus correctement au niveau des os. Canal carpien, c'est pareil, hein, on a plus de 80% des résultats avec, par rapport au canal carpien. Donc ça évite en tout cas l'opération. Et une migraine chronique, Bertrand, ça peut être à cause de oui, quand elle est chercher le thé, c'est exactement c'est bien ça. C'est ça. T'aurais la gentillesse de répéter, là. Migraine chronique, je dirais, dans plus de 80% des cas, 90% des cas. Plus de 80% des cas, on a des résultats. Bon, pareil, épicondylite. Alors voilà, les gens qui font un sport de façon intensive. J'ai beaucoup d'ailleurs travaillé soit avec les profs de yoga, soit avec les sportifs professionnels. Pourquoi? Parce que, après je l'ai fait, ils descendent de la table, et puis ils savent, ils disent ah bah oui, c'est plus pareil. Ils sentent tout de suite, ils connaissent leur corps par cœur, donc ils ont le résultat immédiatement, quoi. Je me dis ah oui, j'ai plus la même assise, j'ai plus le même équilibre, ah ouais, je sens c'est beaucoup mieux, je suis mieux ancré, voilà. C'est pas du tout, c'est une photo qui n'a pas du tout été arrangée. Hein. Bon, c'est pas toujours comme ça, je reconnais évidemment, mais c'est avant-après. Hein. Je veux dire, mais c'est absolument pas arrangé, c'est pas on dit à la personne de se tenir de travers. Alors qu'est-ce qu'on voit très souvent? Effectivement, vous voyez la forme des pieds, la forme des jambes. Voilà, et ben, effectivement, souvent, il y a cette posture. Pourquoi? Parce que le bassin est trop en avant. Pour compenser. Le dos est pas droit, les épaules sont plus en avant. Si on demande à la personne où elle regarde là, donc après elle regarde autrement, ses jambes sont plus droites, les mains reculent, parce qu'il y a tout le corps qui se repositionne. Et ça, des photos comme ça, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, c'est pas toujours aussi flagrant, hein, bien entendu. Mais très souvent, on voit des différences. Il y a des gens à qui j'ai montré les photos, ils m'ont dit mais vous pouvez me la donner, donnez-moi, je vais la montrer chez moi. Parce que eux-mêmes étaient bluffés par le résultat, quoi. Parce que souvent, c'est ça. Il y a des personnes, voilà, je leur mets la place en place, ils descendent de la table, ils disent oui, bon, ok, je vois pas les changements. Je dis ok, mettez-vous devant le mur, je reprends la photo, je dis ok, voilà la différence. Ah oui, d'accord. Alors évidemment aussi problème bruxisme, occlusion dentaire. C'est pareil, avant de faire un travail d'occlusion dentaire, avant de faire un travail d'orthodontie, pour moi la première des choses à faire, c'est d'en mettre la place en place. J'ai vu une fois des radios d'une infirmière, elle avait fait une radio 15 jours avant, elle travaillait à l'hôpital, donc c'était facile pour elle, 15 jours avant, 15 jours après. 15 jours avant, les dents du bas avaient une inclinaison à peu près de ça. 10-15 degrés. 15 jours après, tout était aligné, tout était parfaitement droit. Je répète, c'est pas forcément toujours comme ça, mais chez elle, c'était vraiment ça. Donc il y a eu une modification, toute la position, toute l'articulation se remet en place.
des personnes qui viennent qui me disent, ben voilà, j'ai la mâchoire qui claque quand je marche. Ok, ben. Pareil, problème au niveau de l'épaule, ça c'est très fréquent aussi. Fibromyalgie, on en a parlé. Grosse amélioration. Alors, preuve scientifique, ben oui, il y a des études qui ont été faites à Mulheim, l'Institut de radiologie de Mulheim. Donc, ils ont étudié ça avec scanner 3D, etc. Ils ont vraiment montré que, effectivement, après l'application de la méthode, ben, les gens avaient leur atlas en place. Alors, en quoi ça consiste? Ben, c'est une méthode naturelle, voilà, qui utilise les plis des muscles et la position de la tête en face. Donc, comme je disais, procédé vibratoire, les muscles du cou sont libérés, favorisant l'amélioration du segment des cervicales hautes. Voilà. Pas de manipulation agressive, pas de mouvement brusque de la nuque. Hein. C'est pas inspiré, clac. Ça, je l'ai vu faire parce que j'ai fait une formation de chiropracteur quand j'ai fait ma formation de praticien de santé. Et puis on m'a montré des techniques pour mettre la place en place. Et je me disais, oh là, mais ça, je peux pas. La pire de toutes, c'est ce qu'on appelle la vitalogie. La vitalogie, c'est une branche de la chiropraxie. On met la tête en porte-à-faux, hein, la personne est sur le côté, on met la tête en porte-à-faux, on demande d'inspirer, et clac, hop, on appuie sur la tasse. Alors sur le moment, ça peut donner une sensation d'amélioration, parce que choc du système nerveux, donc tout va bien, ah ouais, super, sauf que 3 mois après, progressivement, tout ça, ça descend. C'est une méthode neuromusculaire et myofaciale. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur... Alors souvent les gens disent, oui, mais quand même, vous touchez la tête. Je dis non, parce que regardez, si vous avez votre atlas qui est déplacé de cette façon-là, hein, donc de cette façon-là, je vais quand même appuyer de ce côté-là. Donc si j'intervenais directement sur l'os, le fait d'appuyer du côté où il est vers l'avant, on va dire, je le déplace un peu plus vers l'avant. Non. J'appuie, et je peux vous dire que j'appuie fort dans certains cas, c'est ce qui ramène la place. Ça prouve bien que on ne travaille pas sur la tête elle-même. Voilà, donc les effets bénéfiques, c'est quoi? Amélioration de la coordination, meilleure performance intellectuelle, performance physique accrue, augmentation de la force et de la résistance, optimisation des fonctions vitales, augmentation de l'oxygénation du cerveau, diminution de l'hyperactivité et du déficit de l'attention. Amélioration, ça c'était au niveau, au niveau neurologique, amélioration de l'équilibre et de la posture, réduction significative de la douleur, amélioration des symptômes des maladies auto-immunes et diminution des effets négatifs des accidents et chutes. Au niveau mécanique, équilibrage des hanches, diminution de la scoliose, souplesse articulaire accrue, amélioration de l'occlusion, meilleure répartition des charges dans le corps, diminution des contractures musculaires, correction du cotyle de la hanche du bébé. Oui, parce qu'on peut le faire. Celui le plus jeune à qui je l'ai fait, il avait 1 an et demi. Les parents sont arrivés vraiment désespérés. Le gamin était né par forceps, etc. Et il ne pouvait pas tourner la tête à gauche. Là, voilà, son angle de rotation, c'était ça. Là, ça s'arrêtait, il ne pouvait pas aller plus loin. Et alors, il dit, oui, les médecins nous ont dit qu'il faut le mettre sur le ventre. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Bon, on dit, mais ça ne marche pas, on n'a pas de résultat. Je dis, vous inquiétez pas. Là, j'étais sûr de moi, je ne vous inquiétez pas, dans 5 minutes, le problème est réglé. Bon, j'ai fait la correction de la classe, et puis le père portait le bébé contre lui, et puis il s'est tourné vers moi. La mère était là, il s'est tourné vers moi. Le bébé, il a fait quoi? Il a regardé sa maman. Voilà, problème réglé. Ils l'ont mis dans le cosy, évidemment, il s'est endormi quasiment immédiatement. Parce que ça faisait 1 mois et demi depuis sa naissance qu'il avait mal, et là, tout à coup, tout s'arrête. Je peux vous dire que c'est un des effets quand on se fait remettre la classe en place. En général, le soir, les gens ne font pas de vieux dodo. C'est dodo rapidement. Et pourquoi? Parce que le corps lâche, tout à coup, il n'y a plus toutes ces contraintes, ces tensions. On s'en rend même plus compte. On ne s'en rend même plus compte. Mais on vit avec, c'est normal. Les gens qui disent, oui, mais moi, vous savez, la douleur, je suis habitué, voilà, je suis avec. Voilà, il faut que c'est bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y a même des gens qui m'ont dit, mais je me suis rendu compte, j'ai plus mal, il y a un truc qui me manque. Ça, c'est... Non, mais vraiment, il traite ça. Il disait, ouais, il y a un truc, il y a un truc qui manque, il y a un truc qui est plus là. Ouais,
ne sens plus vraiment parce qu'ils ne sentent plus la douleur. C'est ça. Et c'est ça. Alors des fois c'est aussi... Parce qu'on construit quelque chose sur sa douleur, surtout si elle est ancienne. On a appris à faire avec, donc on s'est arrangé, même psychiquement, on arrive quelque part à la justifier. C'est pareil, c'est comme le gamin qui arrive à justifier que son père le frappe parce que, bah oui, parce qu'il est pas gentil, quoi. Oui, mais je suis méchant, donc c'est normal, mon père a raison, on rentre dans des fois des constructions qui sont étonnantes. Mais c'est vraiment ça. Donc tout à coup, alors, et on lâche ça. Et quand je dis le soir, des fois, il y a des personnes, elles ont 120, 130 km et plus à faire. Mais je pense que les gens, quand je travaillais à Strasbourg, les gens qui allaient jusqu'à Mulhouse, en gros, il y a 110, 115 km, des gens qui m'ont dit, mais je me suis arrêté à mi-chemin, parking et de l'eau, quoi. Parce que... gros relâchement, voilà. Une amie à qui j'ai remis la classe en place, c'était tout au début, ses horaires de sommeil, c'était minuit et demi, 5h30. Voilà, fonctionnait comme ça. Elle m'appelle le lendemain à 13h, elle me dit, j'ai fait 9h. Alors combien de séances? Ben, c'est une seule séance. En une séance, c'est fait, c'est définitif. Alors il y a une deuxième séance, c'est pour vérification et massage. Voilà. Mais la première fois où vous venez, le problème est réglé. Après, ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Après, le corps va commencer à se remettre, se repositionner et se rééquilibrer. Alors, ça génère quoi aussi? Ça peut générer effectivement un relâchement à d'autres niveaux. C'est-à-dire que tout à coup, votre corps il va lâcher des tensions qu'il avait à l'endroit, et puis il y a des muscles qu'on va beaucoup travailler jusque-là, il va falloir travailler un peu plus. Donc on va avoir des courbatures à d'autres endroits, on peut avoir des petites douleurs musculaires à d'autres endroits. Ou ce que j'ai aussi souvent vu, c'est... je peux pas l'appeler autrement, je sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai assez tendance à croire que c'est ça. J'appelle ça des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un ami à qui j'ai remis la classe en place à Marrakech, il me dit, oui, moi je me suis cassé le gros orteil il y a 15 ans au karaté. Et ben 2-3 jours après, il a eu mal une journée au gros orteil. Il n'avait rien, alors s'il s'est passé quoi? Le corps évacue quelque chose. Ça, c'est très très fréquent, très, très classique. Bon, après, évidemment, comme dit, ça dépend de par quoi on est passé, quoi. Et c'est pareil, chaque individu va réagir différemment. Je ne peux pas non plus dire aux gens, il va se passer ça, ça et ça pour vous. J'en sais rien. Ça dépend. Il y a une personne à qui je dis, oh, il risque d'avoir des douleurs un peu partout, et puis la personne me dit, non, c'est génial, voilà, j'ai plus rien. Une autre personne qui me dit, alors, dis donc, j'ai passé 8 jours. Une dame aussi ici, à qui j'ai fait l'application, elle n'arrive pas à ne rien faire. Tout le temps qu'elle qu'elle fasse un truc, bêcher le jardin, ranger la maison, tout le temps. Ah, c'est un palopé. Pendant 15 jours, elle a eu tellement mal partout qu'elle était obligée de rester allongée pendant tout le temps, quoi. Elle n'a rien pu faire du tout. En gros, c'est comme si le corps disait, bon, ok, maintenant, là, pause, on arrête. Voilà. Si je ne remarque pas l'amélioration, parce qu'évidemment il y a des gens qui n'ont pas d'amélioration, même si souvent c'est un chiffre relativement faible, alors il faut voir que ça peut prendre du temps. Aussi un exemple, un jour il y a un monsieur qui vient me voir avec son épouse qui avait obtenu d'excellents résultats. Et lui me dit, ah ben j'aimerais bien le faire, j'ai des acouphènes. Je lui dis, ouais, les acouphènes, je dis, oui, je sais, vous m'avez dit, ça peut prendre beaucoup de temps. Bon, très bien. Et je le revois un mois après, il me dit, ben non. Ça n'a rien changé, aucun changement. Et par hasard, je le croise 6 mois après. Vraiment 6 mois après. Il dit, oh, c'est Guillaume. Ça fait, depuis le week-end dernier, j'ai plus d'acouphènes. Chez lui, ça a été rien, paf, clac, ça s'est arrêté au bout de 6 mois. Fini, terminé. Alors j'ai vu d'autres personnes, je me souviens aussi un monsieur comme ça qui était venu me voir et qui me disait, bah oui, mais vous savez, j'ai tellement d'acouphènes que ça en devient insupportable. Parfois, certaines nuits, il prenait une couverture, descendait dans la rue, dans sa voiture, pour dormir. Parce que dans sa chambre, il n'y avait pas assez de bruit. Donc il entendait trop les acouphènes. Voilà, il dormait dans la voiture. Bon.
Bonjour le confort de vie, quoi. Et un mois après, il me dit, ah, c'est pas fini, mais au moins j'ai besoin de descendre dormir dans la voiture. Ça a suffisamment blessé pour qu'on en arrive là. Voilà. Par exemple, la majorité, 80%, on a des changements intéressants, très visibles au fil des jours, des semaines ou des mois. Des fois, ça peut prendre du temps. Et après, comme je disais, voilà, à votre âge, ça va vite. Un monsieur de 80 ans, ben, ça prendra un peu plus de temps. Risques et contre-indications, eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a juste un cas où, franchement, je prends du temps pour regarder. C'est quand il y a eu une opération récente au cervelet. Là, bon, si la personne me dit oui, je me suis fait opérer il y a 6 mois au cervelet, je ne vais peut-être pas tout de suite toucher à cet endroit. Je dis écoutez, revenez voir dans 1 ou 2 ans ce qu'on fait et comment on fonctionne. L'autre cas, c'est pas une contre-indication, mais je ne sais pas parce qu'on ne sait pas à quel moment ça se transmet. C'est une femme enceinte. Il semblerait, je dis bien il semblerait, hein, ça n'a pas été étudié à fond, mais il semblerait que quand les 2 parents ont la classe en place, qu'ils mettent au monde des enfants qui ont la classe en place. Et que quand les 2 parents n'ont pas la classe en place, ils mettent au monde des enfants qui n'ont pas la classe en place. Donc c'est quelque part de l'épigénétique et ça se transmet à un moment donné, mais on ne sait pas quand. Bon, voilà, c'est le fait qui fait que, en principe, femme enceinte, j'évite. Encore que je l'ai aussi déjà fait, une dame qui est venue me voir, elle était au 2e mois de grossesse, elle me dit j'en peux plus. Je veux dire, c'est tout juste si elle ne se mettait pas à pleurer quand je lui dis que maintenant vous êtes enceinte, on ne va pas le faire maintenant. Je dis bon, ok. Et puis vous êtes très bien passé. Voilà. Très intéressant. Est-ce qu'on peut se faire un attention en place? J'ai pas emmené mon matériel, pas aujourd'hui. C'est ça ressemble à quoi? Alors, il y a un menton avec un embout caoutchouc qui émet des vibrations mécaniques que j'applique à la base du crâne. Et côté douleur, c'est le moment. Alors, courbe de Gauss. Vous connaissez la courbe de Gauss? En mathématiques, il y a plein de choses qui fonctionnent selon la courbe de Gauss. Il y en a qui sont là, très peu, qui disent ouais, j'ai rien senti. La majorité qui dit ouais, c'est pas très agréable votre truc. Et puis l'autre, très peu, qui dit c'est insupportable votre truc, c'est hyper douloureux. Voilà. Il y a de tout. Et où est-ce qu'on peut se faire traiter? Mais déjà, c'est une fois dans notre vie, et ça dure pas 1 heure. Hein. Et puis c'est pas une douleur genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est combien de temps? L'application en elle-même, ça fait en 5-6 minutes. Quoi. Si vous voulez le temps, moi je prends 1 heure. Le temps c'est quoi? C'est l'explication, c'est l'analyse, le questionnaire, les tests pour savoir dans quel sens la classe est déplacée, s'il est dans le sens, s'il est dans le sens, etc. Où est-ce qu'on peut se faire traiter au Maroc? Ici? Alors, ici, puisque je le fais, évidemment. Ah, vous habitez au Maroc? Oui, j'habite au Maroc. Ah, d'accord. J'habite à Marrakech. J'ai formé puisque je suis aussi formateur pour la méthode pour les pays francophones, j'ai formé un médecin qui est à Tanger. Voilà, donc, et il y a lui qui pratique, ouvert un cabinet, pour ceux qui sont de la région de Tanger ou qui ont de la famille à Tanger, voilà, vous pouvez leur recommander. Il est très efficace, il est très très bien. Voilà, sinon, je sais qu'il y a une Française d'origine marocaine qui vient de temps en temps à Essaouira, mais c'est pas du tout régulier. Voilà. Et vous êtes sur place? Vous avez des cartes de Moi, j'ai là, vous avez la carte de visite et des clients, vous pouvez aller regarder sur le site si vous voulez, j'ai tout ce qu'il faut. Je travaille à 2 endroits, 3 endroits. Bon, chez moi, c'est une partie, ça c'est en pleine journée, mais je travaille ici. Et je travaille à la clinique Le Marrakech, qui est à Targa, 300 mètres à Val d'Oiseau. Voilà. Et vous êtes aussi ostéopathe? Non, j'ai fait une formation de chiropracteur. Non, je ne fais pas que ça. J'ai fait une formation de chiropracteur. Alors, je précise par rapport à ça. Je ne suis pas docteur en chiropraxie, parce que normalement, la formation complète en chiropraxie, c'est 6 ans. C'est pas cette formation-là que j'ai faite. J'ai été formé par un docteur en chiropraxie,
où voilà, j'ai appris un certain nombre de choses que je pratique régulièrement et qui me permettent de remettre les vertèbres en place, de remettre le bassin en place, etc. Je n'ai pas le titre de docteur en chiropratie. Et troisième élément de ce que je fais, je suis Heilpraktiker, c'est un diplôme d'état allemand, ça veut dire praticien de santé. Et ça, c'est tout le reste, il y a toute la partie je dirais, santé classique, quoi, pour toute pathologie, quelle qu'elle soit. Voilà, je fais de la bioélectronique de Vincent, je fais l'hydrothérapie du côlon, je fais des thérapies avec de l'oxygène en intraveineuse, je fais le traitement des métaux lourds, je fais du traitement des intolérances alimentaires, je fais de la micronutrition, je fais de l'aromathérapie, enfin bon. Alors, Traitement des métaux lourds. Traitement de métaux lourds, oui. Il y a moyen d'éliminer les métaux lourds. Oui. Je fais analyse déjà, il faut commencer par une analyse. Je travaille avec des protéines intraveineuses, parce que c'est pour moi, il y a d'autres moyens si vous voulez. Après, ça dépend du niveau, il y a deux choses qui importent, c'est le niveau d'intoxication et les symptômes. Quelqu'un qui veut faire un certain travail, on peut travailler oralement, si vous voulez, avec certains produits qui marchent bien. Bon, mais quelqu'un qui a déjà des problèmes d'ordre neurologique, qui effectivement, quand on fait une première analyse où on a des chiffres qui sont explosés, bon, ça prend du temps, si vous voulez. Hein. Le traitement des métaux lourds, c'est loin d'être un truc simple, facile, aisé. Pourquoi? Si vous voulez, le truc, alors là on sort du cadre, hein, pardonnez-moi, mais j'ai déjà vu en travaillant avec des personnes comme ça que 10 séances, donc 10 perfs, une perte toutes les semaines ou tous les 15 jours selon ce que la personne peut supporter, et ben, au bout de la 10e, la plupart des valeurs avaient baissé et certaines valeurs avaient augmenté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur des métaux lourds qui sont dans des systèmes plus profonds, système osseux, système nerveux, etc. Alors qu'au départ, on travaille tout ce qui est lymphatique, peau, muscles, etc. Donc là, on arrive à sortir rapidement, je dis 10, 15, 20 séances, on arrive à sortir. Et quand vous avez du mercure, ou quand surtout le mercure, c'est vraiment plus difficile, qui est vraiment en profondeur, on dit non, ça prend plus de temps. Ça, c'est une autre histoire. On n'a pas cette pollution, n'est pas aussi importante que d'autres produits. Non, c'est vrai, mais je pense qu'il y a de toute façon moins de pathologies liées à ça. Il y a aussi moins de vaccinations. Parce que ça, c'est quand même le gros morceau de vaccination. Avec juste un petit bémol, on compte dans les métaux lourds, même si c'est pas un métal, l'arsenic, parce que c'est utilisé en agriculture classique, comme insecticides, pesticides et autres. Et il y a les fruits de mer, pour les gens qui sont proches de la mer, et j'ai vu des gens ici avec des taux d'arsenic. Impressionnant, hein? Vraiment impressionnant. On était à, si vous voulez, normalement c'est 15 microgrammes par décilitre de sang, par gramme de créatinine. Et on était, je pense à une personne en particulier, on était à 830, 840 microgrammes d'arsenic. Enfin, moi quand j'ai vu ça, et le labo l'a revérifié 2 fois. Hein. J'ai appelé le labo parce que j'avais dit. C'est pas grand qu'on analyse. C'est quoi ça? Je les ai appelés, mais non, on a revérifié nous-mêmes, on a été très surpris. Et la personne, alors on s'en rappelle au sujet, c'est très étonnant parce que en homéopathie, on utilise arsenicum-album. Pourquoi? Pour la dépression. Et bien, c'est une personne qui avait des tendances dépressives. Vous voyez, c'est dingue, quoi. Enfin, des fois, alors, ça ne l'empêchait pas de respirer, bien entendu, si on n'était pas là, parce que sinon, voilà. Mais ça avait quand même un impact, comme ce cas d'arsenic, hein, voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise en homéopathie dans ce sens-là. Oui. Il a vraiment de savoir si la classe est passée, genre avec une radio ou... Non, alors, radio c'est très difficile. Ah oui, c'est bien que vous avez dit cette question. Dans une radio, c'est très difficile. Déjà, il faut faire une radio la bouche ouverte, un certain angle, parce que sinon, vous avez la mâchoire devant, vous ne voyez rien. Donc on arrive à le voir, mais c'est pas toujours évident. On arrive à le voir évidemment en IRM ou en résonance magnétique. Voilà, là on peut le voir. Et sinon,
donc, moi, comment je le vois, ben, c'est pas compliqué, c'est des tests. Il y a 2 tests, ça me prend tout de suite 1 minute et demie si je prends mon temps. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est quelque chose que je vérifie systématiquement, même si je sais que tout le monde a la phase dépassée. Voilà. Et on le voit bien, si vous voulez. Après, même une radio bien faite, il faut savoir la lire. Et j'ai constaté une chose, c'est que, bah, comme c'est pas connu, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du cursus médical. On ne vous apprend pas à lire une radio où on vous montre que la classe est déplacée. Mais une fois que vous avez appris, c'est juste évident. C'est juste évident. On m'a dit, bah oui, là on voit. Alors évidemment, on est au millimètre, hein. C'est pas des gros écarts. Enfin, il y a des gens où c'est pas grand. Mais il y a des personnes où, voilà, ouais, non. Je l'ai sur l'autre ordinateur, je ne vais pas recommencer. Sinon, je vous aurais montré les radios par rapport à ça, j'ai tout un tas de radios. Mais si ça vous intéresse une fois, vous m'appelez, et puis vous venez, je prendrai le temps de vous montrer, quoi. Ou bah là, tout à l'heure, je vous montrerai sur mon ordinateur, personnellement. Ça, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est quelque chose que je vérifie systématiquement si la classe est en place ou pas. Ça, évidemment, ça fait partie de la chose. Et si quelqu'un vient et me dit, ça m'est arrivé une fois, il y a une dame qui est venue avec sa fille adoptive, et puis il dit, voilà, pour mettre la classe en place. Et puis il dit, bah, désolé, madame, mais la classe de votre fille. Alors pourquoi j'étais désolé? Parce que sa fille était complètement dépressive, mais alors, en fait, il y avait d'autres raisons. Et la classe était en place. Alors, il était en place pourquoi? Ben, c'était sa fille adoptive, donc ça voulait que c'était une fille adoptive parce qu'elle était blonde comme vous et sa fille était noire de peau. Pas seulement de cheveux, de peau, mais comme je dis, pas la peau mate, non, vraiment noire. Donc c'était évident, elle ne pouvait pas être métisse. Et elle m'a dit oui, elle a adopté sa fille d'une tribu africaine, je ne sais plus où, au Congo, quelque part. Et dans cette tribu, ils massent les bébés, et surtout les bébés filles, systématiquement à 3 endroits principalement, les chevilles parce qu'elles marchent beaucoup, les lombaires parce qu'elles portent les enfants, et la nuque parce qu'elles portent l'eau. Je me dis, bah, écoutez, c'est juste génial. Voilà, la sagesse de certains, elle dépasse de loin la nôtre. Voilà, elle avait son atlas en place. Voilà. Et on trouve aussi des gens en Inde qui ont effectivement ça, parce que le massage des bébés en Inde, c'est un massage qui est très rigoureux, qui est vraiment, c'est pas du, hein, voilà. Et c'est ce que je dis toujours. Et comme par hasard, bah, les Indiens, je veux dire, quand vous les touchez dans le bus, ils sont pas là à s'excuser, quoi. Genre, ils vous touchent. Non, ils ont l'habitude, ils ont le contact qui se fait normalement, quoi, parce qu'ils sont habitués à ça. C'est normal. Bon, alors ici, c'est encore différent, mais en France, les gens... Ah, je ne sais pas. On se regarde même pas. On se regarde même pas. Voilà, donc comme quoi, c'est important. C'est important, et c'est aussi le massage, indépendamment de ça, hein, le massage, c'est important. Ils ont commencé un travail dans une maison de retraite avec des personnes âgées, ils ont commencé à les masser, mais ça a changé tout avec ces personnes. Tout, quoi, d'être touché régulièrement, d'être massé. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Monsieur, en réalité, des bilans pour savoir vraiment est-ce que ces techniques vont avoir des résultats ou... Non, je ne l'ai pas réalisé, ça a été fait. 100%, il y a une étude qui a été faite en Allemagne, alors pas sur 10 000 personnes, mais 100% des gens de cette étude qui ont effectivement été traités avec cette pratique, cette technique, ont eu la classe remise en place. Pas 98, mais 100%. Tous ceux qui avaient la classe déplacée, à qui on a appliqué cette méthode, ont eu la classe remise en place. Non, pas par rapport à ça, mais par rapport... Par exemple, moi j'ai un problème de migraine. Oui. Vous avez fait, par exemple, des bilans juste pour la migraine, pour après savoir si que j'aurai un taux ou un pourcentage, là que la clinique va marcher avec 88 ou 83%. 83% des cas de migraine sont réglés dans les 3 à 4 mois. Ça, c'est quelque chose qui a été fait, c'est des statistiques, si vous voulez, qui ont été faites par des collègues, entre autres un collègue chilien. Il y a beaucoup de gens en Amérique du Sud qui travaillent beaucoup plus par rapport à ça. Par rapport à la migraine. Oui, après, si on a d'autres pathologies, comment on peut savoir que vraiment ces techniques vont marcher avec eux On n'en sait rien. À l'avance, on ne sait pas, puisque si vous faites partie des 2% pour lesquels ça ne marche pas de chance. Non, mais je suis désolé, mais vous comprenez ce que je veux dire. On sait que globalement, ça marche.
Et ça marche bien mieux que n'importe quelle pratique, n'importe quelle technique, n'importe quel médicament, que ça marche bien. Il faut avoir l'intention déjà. Voilà. Ouais. Mais je ne peux jamais vous dire ça va donner ça. C'est ce que je dis toujours aux gens, je dis moi je sais rien, vous savez, je sais vraiment rien. Je sauve deux choses. Risque nul, et quand c'est fait, c'est définitif. Et une troisième chose que je rajoutais, c'est que de toute façon, vous en aurez un bénéfice. Mais je ne peux pas vous dire c'est ce bénéfice ou l'autre. Regardez, un jour il y a une dame qui vient, j'en ai cité des cas, une dame qui vient qui me dit ah ouais, j'ai vu mon gynéco, il m'a dit, alors que ça fait 30 ans que c'est comme ça y est, j'ai plus d'utérus rétroversé. Mon utérus s'est remis en place. Elle m'aurait demandé avant, je lui aurais dit bah non, j'en sais rien, je sais pas, ça m'étonnerait. Et ben et j'ai plus d'un cas, j'ai entendu plus d'une fois. Vous savez, c'est du corps communique entre. C'est tellement. Tout est lié. Et ce dont je parlais par rapport au fascia, tous les muscles sont enrobés par les fascias. Vous avez des groupes en gros, et ça aussi c'est juste que je pourrais vous montrer, mais il y a des groupes qui enveloppent. Tous ces groupes de fascia se retrouvent comme par hasard à un endroit. Tout ça converge à un endroit, lequel? Celui-là. Comme par hasard. À ce niveau-là. Au niveau de la tasse. Donc à partir du moment, c'est pour ça, c'est pas une manipulation, c'est pas un travail osseux. Je dirais la partie osseuse, c'est 30%. Le reste, c'est un massage neuromusculaire. On s'est rendu compte, si vous voulez, quand vous faites un IRM en couple, comme ça, on se rend compte que les gens qui n'ont pas l'atlas en place ont une modification de la musculature profonde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de toxines et de matières grasses dans les muscles. Une fois que vous remettez l'atlas en place, évidemment pas le lendemain, mais quelques mois après, vous refaites le même IRM, vous apercevez que le muscle, il y a quasiment plus que du muscle. Toute cette graisse qui était incluse, et ces toxines qui étaient incluses dans ces muscles, elle a disparu. Elle va où? Elle est éliminée dans le corps. C'est lui. Et pour les hernies, quand il y a une hernie qui est déjà là, qu'on remet en place la place, ce qui se passe pour cette hernie, parce que le corps. Je sais pas. Non, mais je sais, ça peut paraître. C'est pas vendeur, mon truc, la façon dont je le dis, mais quand je dis je ne sais pas. C'est ce que je vous disais. La seule chose sur laquelle je peux, moi, me baser, c'est 32, 33 ou 35% des cas de... Attendez, je vais vous donner les statistiques. Je vais vous donner les statistiques, comme ça va être clair. 32-33% des hernies disparaissent. Après, c'est toujours pareil. Quel type d'hernie, depuis combien de temps, quel est l'âge de la personne, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu une rupture de la notice ou pas, Bonne soirée. Oui. Vous êtes formateur également. Oui, je suis formateur. Donc, vous pouvez former des kinésithérapeutes. Bien sûr. La demoiselle et les kinésithérapeutes, voilà. Je veux apprendre ça. Oui. Ah oui, je ne connais pas de technique plus gratifiante que celle-là. Hein. Pour encore répondre à votre question indirectement, franchement, moi je ne connais pas de technique plus gratifiante. Si on me demandait d'arrêter tout ce que je fais sauf une chose, moi c'est ça que je continue. C'est génial, franchement. Moi c'est génial. Les gens ils arrivent, je dis pas. Demain j'aurai ma consultation. Ouais, demain, si, éventuellement. Ouais. Donc, oui, si, on trouvera un moyen, je connais quand même. Mais, non, mais c'est hyper gratifiant. Je veux dire, il y a des gens, ils arrivent, ils sont perdus de douleur, ils ont mal partout, et puis je les revois un an après, ils ont la banane jusque derrière les oreilles, quoi. Je veux dire, ils sont là.
Je me souviens un jour, alors des fois c'est extraordinaire, un jour il y a une dame comme ça, 92 ans, qui arrive amenée par sa nièce, voilà, qui était déjà passée entre mes mains aussi pour autre chose, et tout, voilà. Arrive comme ça, machin, ben, je l'avais jamais vu, hein. En partant, elle m'a fait la bise. Oh, je vous fais la bise, et tout, voilà. Ah oui. Sinon, pour des formations, ça ne met pas rapport à ça. La formation, c'est pas très long, ça dure 15 jours. 15 jours. Oui. Et c'est une introduction, c'est une formation. Non, au bout de 15 jours. Acquisition totale. Oui, acquisition totale. Et sur les 15 jours, il y a au moins 5 jours de travail. Pratique. De pratique. Ah bah ouais. Il y a toute la technique, toute la théorie, etc. Ouais. Sinon, vous programmez des séminaires, Non, c'est en fonction des demandes, parce que si vous voulez, c'est une formation qui n'est pas donnée. Hein. Ouais. Ça, elle n'est pas donnée, donc c'est... Mais il y a, je sais pas, enfin, bon, il y a des choses qui sont à l'étude par rapport à ça, mais il y a une problématique juridique, si vous voulez, pour pouvoir faire ça autrement qu'avec un paiement unique. On va faire ça effectivement avec une redevance sur un certain temps. Mais comme l'académie est installée en Colombie, qui est loi marocaine, c'est un peu compliqué. J'ai une question pour la dame qui est partie. Elle me demandait c'est combien le prix de la consultation. Alors, la remise en place de la classe, c'est-à-dire les 2 séances, c'est 2200 dirhams. Les deux séances. Tout ensemble, tout compris. D'accord. Et sont les 2 consultations Éloignées en principe, je dirais en principe d'un mois. Je laisse un mois entre les deux, ça peut être 15 jours si c'est nécessaire. Là, je sais que je vais voir une personne sur 15 jours. Des fois, j'ai vu des gens arriver, ils venaient de je sais pas où, moi, de la Martinique, ils arrivent à Strasbourg où je travaillais avant. Ils disent je suis là pour 5 jours. Je dis bon, vous venez le premier jour, vous venez le dernier jour, puis voilà, quoi. La deuxième, si vous voulez, pour moi, elle est importante parce que ça permet de faire le point, ça permet de regarder qu'est-ce qui va pas, ça permet effectivement, dans le cas de migraine, de dire, bon, ok, il y a peut-être une autre ouverture à regarder par rapport à ça, parce qu'on n'a pas les mêmes résultats au bout d'un mois, mais l'idéal serait carrément d'avoir un feedback au bout de 6 mois, vous comprenez? Parce que, je vous cite un autre exemple. J'ai une amie, elle, c'était uniquement les migraines carabineuses au moment de ses règles. Tous les mois, 3 jours, le volet baissé, coucher, le saut, laissez-moi mourir, je veux voir personne, etc. Bon. Le premier mois qui a suivi, rien, plus de migraine. Parce qu'elle n'y croyait pas trop, enfin bon, quand même. Premier mois, rien. Deuxième mois, toujours rien. Alors là, évidemment, l'exubérance, c'est génial, etc. Le troisième mois, il arrive, ce qui arrive souvent avec cette technique, ou d'autres, c'est comme en homéopathie, vous avez ce qu'on appelle l'effet rebond ou la crise de guérison. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la douleur, voilà. Mais elle, son cas, c'était au bout de 3 mois. Ouais, ça marche pas, tout, c'est foutu. C'était la dernière. J'aimerais bien savoir, dans le cas de la crise de guérison, est-ce que c'est juste spontanément, après elle s'en va, ou bien il faut intervenir encore une fois? Ou bien c'est juste passager? Non, c'est passager, ça. Alors, il y a des personnes, ça dure, pour elles, c'est quoi, 1 jour ou 2 jours. Il y a des personnes qui vont avoir, ça va être tout à fait sporadique. Alors, par exemple, j'ai vu des personnes arriver dépressives. Les gens me disent, voilà, je suis sous médicaments, j'ai une dépression, etc. Je dis, oula. Alors, je vous préviens tout de suite, demain matin, ça va être plongeon, quoi. Et je me souviens, quand j'ai fait la formation, il y avait la femme du responsable technique de l'hôtel, voilà, elle est venue, puisque nous aussi, il nous fallait du monde pour travailler, et puis le lendemain, elle était au fond du trou. Hein. C'est-à-dire... down, j'ai jamais dû faire. Bon, bref, pleurs, trucs, etc. Bon, puis 5 jours après, on l'a vu, saute, quoi. Ouais. Donc elle est sortie de sa dépression. C'est pas qu'elle est revenue au même point qu'avant, elle est sortie de sa dépression avec la remise en place de la classe. Wow. Ah ouais. Mais les cas comme ça, j'en ai des listes. La même formation, il y a une dame qui arrive, canne blanche. Bon, d'accord. L'œil droit, elle ne voyait plus ni forme ni couleur. Nuage blanc. Elle voyait qu'il y a de la lumière, elle voyait lumière ou pas lumière, mais plus ni forme ni couleur. 5 minutes après, elle voyait de nouveau et les formes et les couleurs.
Là, je peux vous dire, là on est tous frétillants comme des gardons. Sur la chair de poule et tout, on se dit, ouais, quand même, ça. Mais ça, on en a régulièrement. Je ne dis pas c'est systématiquement comme ça, mais là, ok. Il existe d'autres techniques aussi pour mettre l'atlas en place. Si vous voulez, il y a des techniques dérivées de celles-là. Des techniques qui vraiment marchent de la même façon, c'est des techniques qui sont dérivées de celles-là. Ouais. Des élèves de Chute-Banli qui ont voulu faire leur truc à eux, voilà, qui ont démarré. Mais sinon, par exemple, en Allemagne, il y a un truc qui s'appelle la méthode Arlen. Et moi, j'ai déjà remis la classe en place à des gens qui avaient fait la méthode Arlen. J'ai entendu, en tout cas par deux personnes différentes, je pense, il y a même déjà il y a 5 ans à peu près, ces personnes avaient remis la classe en place et elles ont dit que c'était extraordinaire. Le résultat est extraordinaire. Maintenant, je ne sais pas si c'était avec cette technique-là ou d'autres techniques. Si vous voulez, il y a par exemple la classe octogonale ou la classe machin, tout ça, c'est des dérivés de Chute-Banli. De toute façon, pour avoir quelque chose qui dure, le critère, c'est ça. C'est la durée. Si au bout de 3-4 mois, ça recommence à faire mal partout, ou être comme avant, ça veut dire que c'est pas en place. Oui, les gens à qui j'ai déjà dit. Alors c'est là où, si vous voulez, c'est pour ça que des fois, le contact est nécessaire de le maintenir. Oui, j'ai déjà vu des gens qui me rappelaient au bout de 2 ans, ils me disaient, ouais, mais voilà, j'ai de nouveaux problèmes de hanche, de bassin, etc. Est-ce que conséquemment on a classé des placés? Je dis, écoutez, je pense pas. Mais bon, venez, on vérifie. Ça vous coûte rien, ça me prend 2 minutes, je vérifie, j'ai vérifié, je dis, votre atlas est en place. Je discute, je m'aperçois quoi? C'est que derrière, il y a un problème psychique important. La personne, elle a ce que j'ai expliqué tout à l'heure, contraction musculaire au niveau du bassin, le bassin qui a varié et la douleur qui revient. Mais c'était pas lié à la classe. Non, mais c'est pas non plus, on n'y arrive pas tout, quoi. On n'a pas Bouddha à la sortie, quoi. Mais par contre, effectivement, comme vous dites, pour moi, c'est extraordinaire. Mais je peux pas toujours laisser mon enthousiasme déborder, parce que sinon c'est pas crédible. Ouais, je suis obligé de freiner. Oui, bon, c'est bien. Les chiffres. Oui, les chiffres, justement, je vais tirer les chiffres, j'y arrive. Vous gardez là? Vous gardez la clé? Oui, je vais la sur garder. le PC pour montrer sur le PowerPoint. Oui. Vous gardez ici pour que ça se voit sur le tableau. Ah, bah oui, c'est bien. Quel est votre nom, Bertrand? Guillemot. J'ai mis des cartes. Oui, je vais vous montrer les statistiques. On commence la classe. Voilà. Et. Catastrophique, voilà. Voilà. Alors, voilà, regardez. Voilà, j'ai repris ça un peu. Voilà. Lombalgie, 538 cas, 78% de guérison anti-mort. Cervicalgie, là j'ai pas le nombre de cas malheureusement, 87% de guérison en 6 mois. Épilepsie, quand même, épilepsie, hein. Non mais, voilà, bon, c'est bien qu'il y ait les chiffres, parce que si moi je le dis, ça, c'est pas crédible. Pour des chiffres. Hein? C'est un certifié de la part de crise. Si la personne n'a plus de crise. Non mais c'est son. Mais c'est sûr que vous l'avez fait vous-même, ou bien c'est sûr que... Non, c'est un collègue que je connais. D'accord, donc c'est... Non, c'est du connu, c'est certifié, oui. Donc il est épilepsie, 163 cas, 78 pour... Voilà. Après, si vous laissez là où ça ne marche pas, il faut effectivement vérifier s'il n'y a pas autre chose derrière. Scoliose inférieure à 45 degrés, 620 cas, 62% de guérison. Ça on parle de douleur ou bien de... Non, guérison de la scoliose. Guérison de la scoliose. Il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de scoliose. Guérison, c'est un plus de scoliose.
à partir du moment où il est inférieur à 45 degrés. Donc sur 620 cas, 62% de guérison dans les 16 mois. Les 16 mois, il faut le temps, quoi. Bon, et 80% d'amélioration, ça veut dire qu'il y a encore 18% de personnes où c'est pas complètement disparu, mais c'est bien mieux. Hein. Bon, il reste 20% où il n'y a pas de changement. Fibromyalgie, 50 cas, 88% sur 12 mois, et 96% d'amélioration. Hernie discale avec protrusion, hein, c'est là où on vient un truc. 159 cas, 40% dans les 9 mois et 70% d'amélioration. Hernie lombaire avec protrusion, 584 cas, donc 37% de guérison, c'est-à-dire pour la disparition complète de l'hernie, mais c'est bon, dans les 14 mois, hein, c'est des choses qui prennent du temps. Alors ça, vous voyez, ça c'est le genre de choses, quand je vois les gens pour la deuxième fois, qu'est-ce que je dis à quelqu'un qui vient faire ça? Je dis, bah ok, là il y a un truc très, il faut soutenir le travail du corps par rapport à l'hernie. Il faut par exemple mettre du sérum de Quinton en percutané. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, vous mettez de l'eau de mer filtrée en percutané et vous faites ça 5, 6, 7, 8, 10 fois et ça permet au disque de se regonfler et de retrouver son intégrité. Ça c'est une méthode qui marche super bien et puis en plus qui est absolument sans risque. Pareil, voilà. Migraine, 180 cas, donc 90% de guérison dans les 4 mois. Voilà, là il faut vérifier si c'est pas un problème d'hypotension. Le trijumeau, bon ça c'est pas important. Canal carpien non opéré, 47, 83 sur 83% des fois. Il y a d'autres statistiques. Il y a d'autres statistiques qui ont été faites par d'autres collègues, si vous voulez. Hein, je dirais moi, il y a ce que je vois.